Bienvenue sur topmusic.fr pour Igloo, le Mac de l'habitat, l'émission qui a des prix sur les vestes vertes. C'est vrai. Côtelées ou pas. J'ai fait les soldes. C'est vrai. Je me suis mis au vert. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est une circonstance, Alain Broli, j'ai mis une veste évidemment, verte et une cravate verte. On va parler de la mairie de Strasbourg, alors c'est bien normal. Madame Broli, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue, Suzanne Broli, dans cette émission. Vous êtes adjointe à la mairie de Strasbourg, mais pas que. J'ai une longue liste de vos prérogatives. En charge de la ville résiliente, suivi du PLU, création et entretien des espaces verts et naturels urbains, police du bâtiment, patrimoine bâti et non bâti de la ville, logement, développement de l'habitat participatif. Je m'arrête là, vous êtes aussi vice-présidente de l'Eurométropole. Cédric Simonin avait très envie de vous poser plein de questions. Je ne comprends pas pourquoi. Elles sont 3 en 1. Oui, c'est se demander si elle a une autre vie à côté. C'est incroyable d'avoir tout ça en mission. Vous avez pas un peu chaud dans votre veste verte. Elle a l'air... c'est une veste d'hiver. Je vais pas tarder à me déshabiller pour vous révéler toute ma feuille de route. Ah, ça c'est intéressant. Voilà une émission... c'est pas l'émission Igloo là. Ça dérape. Bon, soyons dévoiler la feuille de route. Qu'est-ce que vous appelez feuille de route? Moi, c'est ça que je voulais savoir. On va en parler tout de suite, Eric. Soyez sérieux s'il vous plaît. Vous allez me gâcher mon introduction sinon. Allez, c'est parti. Donc, Eric, oui, Madame Broli, les territoires urbains sont aujourd'hui pris en tenaille par les défis du siècle et doivent se réinventer. Voyez, un outil, le plan local d'urbanisme, dont l'objectif de densification, poursuivi par la loi SRU. La loi SRU, c'est la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, pour lutter contre l'artificialisation des terres et l'étalement urbain, s'est accompagné progressivement d'un souci de faire revenir la nature et la biodiversité en ville. Pour citer Carlos Moreno, qui n'est pas un joueur de foot, la densité est la vertu de la ville, la distance est son vice. Madame Broli, voilà maintenant 8 mois que vous avez pris vos fonctions. Quelles sont les étapes clés de votre feuille de route pour Strasbourg et l'Eurométropole? Qu'est-ce qui est primordial selon vous, incontournable à vos yeux? Alors déjà, j'ai un parcours particulier puisque jusqu'à présent, j'ai toujours travaillé dans l'écologie, puis dans l'urbanisme. Et aujourd'hui, j'ai en charge à la fois les questions foncières, les questions d'urbanisme, les questions d'espace vert et les questions d'habitat. Donc je suis entrée dans la question du logement par la porte de l'écologie et je compte bien en faire ma marque de fabrique. Et donc ce qui importe, c'est avant tout de réussir à fabriquer un territoire résilient et à trouver ce juste équilibre pour concilier à la fois les besoins en logement avec nos impératifs écologiques, sociaux et démocratiques. Donc, vous avez parlé d'équilibre, c'est intéressant. Comment trouver le bon équilibre entre cette notion de loger les gens, construire des logements, mais pas que des logements, et la nature? Donc vous avez cité Carlos Moreno, c'est une très bonne référence, c'est la ville du quart d'heure. Et effectivement, il s'agit de permettre aux habitants d'avoir une accessibilité au logement, faciliter aussi l'approvisionnement de ces personnes. Donc c'est aussi avoir des terres agricoles nourricières de proximité. On l'a vu pendant la crise, quel était le rôle aussi de la proximité avec les producteurs locaux. Clairement. Mais c'est aussi se déplacer, travailler à proximité pour éviter justement l'impact carbone sur le territoire. Et donc, pour permettre cette viabilité, il faut trouver le juste équilibre. Et cet équilibre, c'est mon rôle, à la fois avec ma compétence au niveau du foncier, mais c'est aussi avec l'urbanisme. Donc, on travaille avec agilité pour trouver des solutions et éviter d'aller consommer, artificialiser des nouvelles terres. Donc le PLU, vous l'avez vu dans une autre émission, ça permet effectivement d'indiquer quel est le zonage et si c'est constructible ou non constructible. Et de quelle façon aussi on va pouvoir le construire. L'avantage de la Modif 3, c'est que ça pose des nouvelles conditions de constructibilité des terrains et on augmente en fait la place de la nature justement dans ces constructions et le coefficient de pleine terre qui va permettre en fait de réduire les îlots de chaleur, d'absorber les eaux pluviales, de réduire la pollution et donc aussi de répondre aux besoins de biodiversité, garant aussi de santé publique. Je vous laisse respirer. Merci. J'ai une question sur les pleines terres juste après. Avant... une pub? Eric... Non, pas une pub. Il y a de la pub dans cette émission. Non, il n'y a plus de pub. Il n'y a pas de pub. Non, je renvoie sur l'émission dont fait référence Madame Broli, avec David Guilly, qui parle du PLUI, parce que, je le répète, tout le monde dans l'Eurométropole est concerné. Tout le monde est concerné, pas seulement les gens qui ont des terrains à vendre ou ceux qui cherchent à construire quelque chose. Donc tout est concerné. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? La veste, je le signale quand même, c'est important, la veste verte n'est plus. Moi je garde la mienne, si vous voulez bien. Oui, bah oui. Hein, ok, on est d'accord. Un petit mot, parce que pour les auditeurs, un coefficient de pleine terre,
c'est peut-être un peu loin sur le concept. Est-ce qu'en 2 mots, vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste? La pleine terre, c'est à partir du moment où on va artificialiser un sol. Donc, quand je parle d'artificialisation, c'est on pose du bitume, on fait couler du bitume, on pose des pavés. Si on met des joints ciment entre les pavés, eh bien, l'eau ne peut plus pénétrer dans le sol. Et la pleine terre, c'est tout simplement quand il n'y a pas d'entrave à cette pénétration finalement de l'eau dans le sol. Et ça permet en fait d'avoir un sol qui vit, un sol qui respire et un sol aussi qui peut rendre des services. Bon, l'intérêt, c'est essentiellement de rendre le sol perméable pour pouvoir faire vivre tout ce qu'il y a en dessous. Et au-dessus. Et au-dessus. Et au-dessus. Alors, on a parlé de cet équilibre entre logement et nature. Alors, je passe sur un sujet qui est différent, mais qui tourne toujours autour du logement. Quelles seraient vos ambitions par rapport au logement social? Ça, c'est un point qui vous est cher. Quelles sont ces ambitions? Alors, en sachant que Strasbourg est une ville des plus inégalitaires de France, on a 25% de taux de pauvreté à Strasbourg, 18% à l'échelle de l'Eurométropole. On a plus de 22 000 demandes de logements sociaux. Donc, on a en fait le devoir de continuer à construire des logements pour permettre à ces personnes d'avoir tout simplement un toit. Donc, il nous importe en fait de construire du logement abordable, mais qualitatif. Et de travailler sur cet aspect, mais aussi en mobilisant de patrimoine privé, par exemple, avec la lutte contre le logement vacant, qui nous permet finalement d'éviter d'avoir à construire, d'éviter à avoir à artificialiser des sols et de permettre d'optimiser du patrimoine existant qui a été mis de côté, et souvent aussi de le réhabiliter et de faire de la rénovation thermique. Avec une volonté aussi de transformer des bureaux en logements, dans ce sens-là? De permettre aussi la transformation des bureaux en logements et de lutter contre le Airbnb, par exemple. En tout cas, de réduire en fait la pression des logements qui se transforment en logements de vacances, puisqu'il faut aussi pouvoir garantir des logements en cœur de ville pour les habitants. C'est clair. Bon, le Airbnb a pris un peu de plomb dans l'aile en 2020. Oui, oui, mais bon, quand la vie va reprendre... oui, mais la rentabilité d'un Airbnb, quand vous ne l'avez pas loué pendant 1 an... Ouais. La rentabilité globale, ça se dégrade un petit peu. Ok. Mais effectivement, la lutte contre les logements vacants et plus globalement des locaux vacants est une bonne solution. Et on avait déjà réussi à débloquer comme ça 300 logements. L'idée, c'est d'en débloquer à minima 100 par an. Donc j'ai la présidence du réseau des collectivités au niveau national qui s'engage dans cette voie. Il y a un plan qui a été déployé spécifiquement sur la question et on compte bien être parmi les collectivités qui mobilisent un maximum de ces locaux et logements. Donc l'objectif, 100 par an. À minima. À minima. C'est quoi le modèle en France, par exemple? Est-ce qu'il y a une ville qui est un modèle pour vous? Strasbourg. Non, d'accord. En toute objectivité, non mais très sincèrement... Parce que les autres villes ne font pas ça du tout. En fait, on est en train de déployer le plan du logement vacant contre le logement vacant et c'est vraiment des initiatives qui sont pour l'instant peu portées en France, mais qui même dans les autres fruits. mairies vertes? Ah mais si, elles suivent. Maintenant, je ne peux pas vous donner les résultats puisque ça reste encore une démarche jeune. D'accord. On suivra ça de près aussi. Oui, on suivra ça de près, ouais, mais bien sûr. C'est un sujet très important. Voilà. Par rapport à votre politique de la ville, depuis qu'il y a une nouvelle gouvernance depuis quelques mois, il y a de nombreux observateurs qui se montrent plutôt réservés quant à cette politique de la ville. Écologie et pédagogie vont souvent de pair pour donner à comprendre les enjeux climatiques, inciter à la préservation de la biodiversité, encourager le développement du lien social. Quelles seraient pour vous les modalités les plus appropriées pour emporter l'adhésion du plus grand nombre et atteindre vos objectifs? Parce que c'est en donnant du sens que les gens comprennent et quand ils comprennent, ils adhèrent. Est-ce que vous avez prévu, je ne sais pas, une sorte de rendez-vous d'étape avec les citoyens? Est-ce qu'il y a des consultations en public? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre manière d'éduquer les gens, si je puis m'exprimer ainsi? Alors, je n'aurais pas la prétention d'éduquer, mais peut-être plutôt d'éveiller ou de révéler des choses qui leur étaient méconnues jusqu'à présent. Ce qui m'importe avant tout, c'est si on veut réussir à avoir une ville résiliente, il faut impliquer toutes les parties prenantes et les habitants. Si on veut réussir à aménager la ville en sachant que c'est en perpétuelle mutation, en perpétuelle transformation, la ville vit et donc nous devons le faire ensemble. Et donc il y a plusieurs formes en fait pour associer
les citoyennes et les citoyens et les habitantes et les habitants. C'est tout simplement, ça va de la réunion de bout de trottoir à la réunion publique et aux conférences aussi pour justement révéler des choses ou des promenades didactiques pour découvrir la ceinture verte. Des réunions qui permettent de savoir si on doit planter des arbres à cet endroit ou non, si cette forme de projet d'urbanisme convient ou pas. En fait, tous les sujets sont propices à la discussion. Après, il s'agit d'arbitrer dans l'intérêt général et donc de ne pas choisir un projet juste en fonction d'une personne, mais vraiment de veiller à cet équilibre pour répondre à la fois aux intérêts sociaux, mais aussi aux défis climatiques. C'est l'intérêt général qui prime. Toujours. Et la question pratique, maintenant, si je suis citoyen de l'Eurométropole, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que sur le site de l'Eurométropole, je peux retrouver ces lieux ou ces moments dans lesquels je peux participer? Comment ça se passe? Alors, on a des directions de territoire qui sont en lien étroit avec la population et on a aussi des élus dans tous les quartiers de la ville qui interagissent directement avec la population. Moi, j'associe une fois par semaine ces élus dans le cadre de conférences d'urbanisme de façon à ce qu'ils soient bien impliqués sur les projets urbains et les projets d'habitation qu'on a prévus. Et donc, c'est une façon de communiquer avec eux, mais aussi de recueillir les retours des habitantes et des habitants. Ok. Quand on parle d'urbanisme, c'est souvent associé aux mobilités. Quelle place comptez-vous donner à ces mobilités douces là, dans votre vision de l'urbanisme? Alors, pour reprendre la sémantique de mon collègue Alexandre Fels, on parle plutôt de mobilité active, donc qui est bonne pour la santé. Et comme vous l'avez vu avec François Schetzel, donc c'est important de privilégier la marche et le vélo ou la trottinette. Donc c'est bien en prolongeant finalement tous ces itinéraires et en faisant en sorte que finalement les habitations se retrouvent le long de ces itinéraires, mais c'est aussi en plantant des arbres pour encourager les déplacements en mode actif, notamment en période de canicule, car personne n'a envie de marcher quand il y a le soleil et la chaleur et qu'il n'y a pas un banc et qu'il n'y a pas une fontaine et qu'il n'y a pas un arbre pour juste se mettre à l'abri du soleil. Donc c'est bien travailler en fait la valorisation des pistes cyclables, mais aussi le confort des pistes et des cheminements pour encourager leur pratique. Est-ce que la notion de véhicule électrique, c'est-à-dire moins polluant, même s'ils le sont quand même à la fabrication, mais moins polluants dans le terme de qualité de l'air, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou c'est quelque chose qui est perçu comme étant du domaine de la voiture et la voiture va plutôt être écartée de la ville? Comment c'est perçu? Alors, on favorise en fait tous les systèmes, que ce soit les vélos électriques ou les voitures électriques. Ça fait partie d'ailleurs de la modif 3 du PLU. Maintenant, il s'agit surtout d'avoir une diversité de modes de locomotion et y compris pour les pistes cyclables, il y a des pistes cyclables où on circule très rapidement et il y a des pistes cyclables qui sont plutôt pour se promener et profiter du paysage, de l'environnement ou de la famille qui est avec nous. Donc c'est bien distinguer ces différents types de voies pour pouvoir faciliter aussi la cohabitation des personnes qui les utilisent. J'ai une dernière question sous forme de 3 questions. Donc c'est 3 questions. On prend le temps. On prend le temps quand même. On a déjà largement dépassé. Oui, mais on a dit qu'on prenait le temps avec Madame Breuil. Au regard du projet climat et résilience qui va être discuté à l'Assemblée nationale dans les jours qui viennent et qui vise à diviser par 2 l'artificialisation des sols, un mot sur les maisons individuelles, parce que là on a parlé beaucoup de villes, donc on imagine plutôt de la résidence, etc. Les permis de construire une maison individuelle sont-ils encore délivrés en dehors, ou seront-ils encore délivrés en dehors des milieux urbains? Je veux juste préciser qu'effectivement la maison individuelle elle est quand même plébiscitée par 80% des Français. Dans les visions de l'urbanisme global au niveau national ou au niveau régional, on sent que finalement la maison individuelle est quelque chose qui va tendre à disparaître. Donc ça c'est ma première question. Deuxième, est-ce que cette aspiration des Français entre-t-elle en opposition avec la nécessité de lutter contre l'étalement urbain, et comment on pourrait les préparer à abandonner ce rêve, puisqu'on parle toujours de rêve des Français. Donc 3 questions en une, vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit une question. Ouais. Alors les Français rêvent aussi de nature.
Donc il va falloir trouver finalement une façon de relever ce paradoxe où on ne veut pas s'étaler, mais on ne veut pas de densité pour autant. On ne veut pas de bétonisation, mais en même temps il faut des logements. Donc quoi qu'il arrive, il va falloir se poser la question de est-ce qu'on peut continuer à aménager des zones commerciales? Est-ce on est toujours dans la logique des zones d'activité? Et les zones pavillonnaires ont-elles encore leur place aujourd'hui? Alors, vous aviez cité Carlos Moreno, mais c'est aussi, il faut qu'il y ait finalement une mixité dans les zones bâties, c'est-à-dire qu'il faut des commerces, il faut des équipements, des services, des transports en commun, et tout ça n'est possible que si on a en fait un minimum qui va permettre de réduire les frais pour l'implantation de ces services. Et donc, les maisons individuelles, on en voit de moins en moins. Moi, je ne vois quasiment pas de permis pour des maisons individuelles. On parlera plutôt d'habitat individuel, et c'est une juxtaposition de maisons, mais qui partagent souvent des espaces communs de nature. Et on n'est plus avec la pelouse individuelle, la maison individuelle. Donc je pense que les mentalités ont évolué et que le foncier ne permet plus d'aller aménager des lotissements comme on le faisait dans le passé. C'est juste. Lorsque l'on vous écoute, on se dit que dans 5 ans, à la fin de votre mandat, premier mandat, j'espère pour vous, la ville aura complètement changé, Strasbourg aura complètement changé. Alors n'oublions pas que ça prend du temps et qu'une modification de PLU qui est aussi garante finalement de la part qui sera artificialisée et celle qui sera préservée, ça prend quelques années. Oui, mais des arbres, des bancs, de la fraîcheur, tout ça, c'est une garantie, mais ça ne suffira pas puisqu'il faut aussi réussir à sanctuariser des espaces de nature dans des zones qui sont déjà très denses. Merci Suzanne Brely d'avoir participé à cette émission. Celle-là, toutes les autres, vous les retrouvez sur trianonresidence.fr, sur le site internet de Trianon Résidence. C'est un podcast sur les plateformes de podcast, sur Facebook Igloo On Air, sur la chaîne YouTube. Et j'en oublie parce qu'on est partout. Oui, topmusique.fr aussi. Topmusique.fr, on y est. Oui. On y est en ce moment, donc évidemment topmusique.fr. C'est Igloo, le Mac de l'habitat. Merci beaucoup madame. Merci. Merci Cédric Simonin. Merci Eric. À très vite.